une deuxième tentative pour expliquer les bases très compréhensibles de la phylogénétique cladistique moderne. En 10 minutes, on va voir si c'est possible. Alors, la cladistique, ça a été mis au point. C'est une méthode, une discipline très pointue, très précise, très rigoureuse, mise au point il y a une soixantaine d'années par Willy Hennig, qui, c'est une nouvelle manière, un peu modifiée, de représenter l'arbre vivant. Darwin lui-même avait déjà représenté l'évolution, l'ancêtre commun, les espèces qui se séparent les unes des autres, etc., par une forme d'arbre, des buissonnements. C'est ainsi que ça fonctionne, hein. C'est réellement ça, l'évolution qui aboutit en biodiversité, par séparation d'une population en deux, puis en quatre, en trois, en quatre, etc. Et puis ensuite arrive avec le temps une spéciation, c'est-à-dire que les espèces qui avaient une origine commune, qui étaient interfécondes entre elles, avec les événements génétiques qui arrivent avec le temps, aléatoire, de dérives génétiques, etc., des différenciations se font, qui font que tôt ou tard, ils n'arrivent même plus à se reproduire. Ça peut être d'un point de vue génétique, une spéciation biologique. Avant ça, elle peut arriver par une simple barrière géographique. Par exemple, les bonobos et les chimpanzés sont séparés par une rivière, par un énorme fleuve africain. D'un côté, il y a les bonobos, de l'autre, les chimpanzés. Ils sont complètement séparés. Ils ne traversent pas cette rivière depuis plusieurs millions d'années même, et ce qui fait que leur population a été complètement séparée. Et ils sont encore interféconds entre eux. Ils peuvent avoir des enfants. Mais leur population est suffisamment éloignée l'une de l'autre pour avoir marqué des différences visibles et des différences génétiques, même s'ils sont encore interreproductibles. Donc ils n'ont pas encore accompli une spéciation biologique, mais on les considère déjà comme deux espèces séparées, le bonobo et le chimpanzé. Pan paniscus et pan troglodytes. Voilà. Donc c'est ça que représente la cladistique, hein. La relation de parenté entre deux groupes. On essaie de quantifier la parenté entre des groupes pour obtenir cet arbre du vivant avec des méthodes très rigoureuses. La relation, c'est bien de parenté, pas d'ancêtre à descendant. Qui est plus apparenté à qui, et non pas qui descend de qui. Même si, évidemment, cet arbre, c'est un arbre d'évolution, et il y a des ancêtres. Les ancêtres sont là, hein. Ancêtres hypothétiques de chaque groupe représenté ici et là. Hypothétique parce qu'on ne les a pas tous retrouvés. On met une ligne, on sait qu'ils ont existé, ces ancêtres communs. On sait qu'il y a eu des séparations, mais on n'a pas retrouvé tous les individus, parfois même pas de fossiles, mais on sait qu'ils ont existé. C'est tout à fait admis en science de faire des hypothèses, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ceci est une autre représentation du clade. C'est la même chose, sauf qu'il a une autre forme. Actuellement, depuis quelques années, la mode est de représenter sous forme ronde, circulaire, avec des clades qui se séparent du centre, de plus en plus, mais c'est la même chose. C'est d'ailleurs la même chose que ceci, sauf que c'est beaucoup plus clair ici. Les ancêtres communs, l'ancêtre commun d'où se sont séparées les deux lignées, etc., etc. Chaque clade, c'est un taxon, c'est la même chose. Chacun peut être un clade séparément, ou bien ensemble forme un clade, un taxon. Un taxon, c'est l'ensemble des descendants d'un ancêtre ainsi que l'ancêtre. L'ancêtre plus tous ses descendants. C'est ça un clade. Et donc actuellement avec Willy Hennig, la méthode Willy Hennig, c'est de ne considérer que les caractères dérivés, les caractères apparus uniques au taxon. Et non pas tous les caractères anciens mélangés avec les nouveaux, ancestraux, parce que ça ferait un problème. Le problème, on le voit clairement ici. Ceci est le taxon des oiseaux et des crocodiles, qui forment ensemble les archosauriens modernes.
avec les dinosaures disparus, non volants, on aurait le taxon des... Oh, il est faux. Il est faux. Ceci, c'est comme ceci qu'il faut le faire. Ça, c'est le crocodile. Je corrige, vous allez voir pourquoi. Non. Oiseau, dinosaure ancien et crocodile. Voilà. Ça, c'est le taxon des archosauriens, qui ont une fossette antéorbitaire. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est leur caractère dérivé. Les crocodiles sont issus de ce même ancêtre, ainsi que tous les dinosaures, dont font partie les oiseaux, qui ne sont qu'un taxon de dinosaures, une sorte de famille de dinosaures, qui ont eu des plumes, etc., qui sont soumis à voler. Et les oiseaux sont des dinosaures modernes, les seuls qui existent à l'heure actuelle, les seuls dinosaures qui ont survécu au cataclysme du Crétacé. Pourquoi c'est important de prendre que des caractères dérivés? C'est parce qu'anciennement, dans l'ancienne classification, les crocodiles étaient vus comme des reptiles et les dinosaures comme des reptiles et pas les oiseaux. Or, si les crocodiles appartiennent au groupe des archosauriens ainsi que les dinosaures, les oiseaux qui sont des dinosaures sont eux-mêmes des reptiles. Donc on a abandonné certaines manières de considérer les choses qui formaient des groupes paraphylétiques pour ne faire que des groupes clairs avec des vrais taxons, avec tous les ancêtres et avec tous les descendants de l'ancêtre. Et donc, si on considère que la tortue est un reptile, que le lézard est un reptile, que le crocodile est un reptile, et que le dinosaure est un reptile, on doit par conséquent considérer que l'oiseau est un reptile. Et pour éviter ce genre de problème, nous avons abandonné certains termes, comme reptile par exemple. On l'a enlevé et on a parlé d'autres noms plus précis. Archosaurien, squamate, chélonien, etc., etc. Et non pas un ensemble comprenant ou excluant arbitrairement des descendants. Pour les poissons, c'était pareil. Hein. Si le poisson, comme la truite, un poisson osseux, est considéré poisson, si le requin est considéré comme un poisson cartilagineux et qu'il est dans le groupe des poissons, tous les vertébrés terrestres, comme les mammifères, les reptiliens, les reptiliformes, les oiseaux, devraient être alors considérés comme des poissons, puisqu'ils sont descendants du même ancêtre qui a donné les poissons osseux. La carpe, la truite. Donc si nous sommes si le requin et la truite sont des poissons, nous sommes aussi des poissons. Alors pour éviter ce genre de problème, nous avons abandonné le mot poisson. Nous parlons maintenant de ichthyostéens, tous les vertébrés qui ont donné osseux, qui ont donné les mammifères, les vertébrés terrestres, les vertébrés aquatiques, osseux, etc. Et puis les squalidés, les squaliformes, qui ont donné les requins, sont des sortes de poissons, entre guillemets, à squelette cartilagineux. On appelle ça les ichthyostéens, comment on appelle ça les requins? Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais il y a un groupe qui nomme les poissons cartilagineux, comme les raies, les requins, les chimères, etc., qui sont un groupe frère de groupe des vertébrés à squelette osseux. Alors, en gros, on a compris l'essentiel. On va voir pourquoi c'est utile la cladistique. Non pas seulement pour représenter avec une quantification numérique des caractères faisant les proximités, les parentés entre populations, entre espèces, mais aussi pour anticiper, c'est-à-dire pour
faire des prédictions scientifiques. Voilà, je vais reprendre mon groupe des oiseaux, des dinosaures non aviens, donc c'est les frères des oiseaux qui ne volent pas, qui ont disparu, hein, ils sont tous disparus, et les crocodiles, qui sont tous des archosauriens, fossettes préorbitaires. Archosauriens, ici, on le voit. Tous sont des archosauriens. Si, puisqu'on sait maintenant que les crocodiles ont un cœur, parce qu'on peut l'examiner, un cœur en 4 cavités, avec une tuyauterie crocodilienne, une tuyauterie, l'artère gauche, appelons ça artère gauche. Nous savons que les oiseaux ont un même cœur en 4 cavités, avec la même tuyauterie. La seule différence entre oiseaux et crocodiles, c'est que les crocodiles ont encore dans leur cœur une sorte de foramen de Panizza, une petite valve mobile qui peut le fermer ou ouvrir, qui permet de mélanger le sang artériel et le sang veineux. Alors que chez les oiseaux, il est complètement fermé, il n'y a plus cette valve. Il n'y a pas cette valve. Donc le cœur des crocodiles est extrêmement perfectionné, mais avec en plus cette particularité. Puisqu'on sait que le crocodile a un cœur pareil, et que le oiseau a un cœur similaire, par conséquent, on sait que ce cœur a dû apparaître par là. Parce que les probabilités pour qu'un organe aussi complexe apparaisse 2 fois de suite sur 2 lignées indépendantes est pratiquement impossible. Hein. C'est de l'ordre de l'infinitésimal, les probabilités pour que ça ait lieu. Et donc, le cœur des archosauriens et des dinosaures, de tous ceux qui ont disparu, était à 4 cavités cloisonnées. D'accord ? Voilà, une prédiction au cladiste, par déduction, cladiste. Voilà. Donc, c'est un détail. Hein. Donc ici, nous avons le clade des vertébrés, qui a donné d'un côté les dinosaures, d'un autre côté, il a donné les mammifères. Les mammifères placentaires. Les mammifères ici, pardon, mammifères. D'accord ? Ici, nous avons une séparation qui a donné les kangourous, donc avec un tout petit placenta, ce sont les marsupiaux. Et ici, c'est les placentaires vrais, qui a donné d'un côté les baleines et les hippopotames, hein, c'est pour prendre quelques exemples, et de l'autre côté, qui a donné les humains et les gorilles, les primates. Donc, clade des primates, clade des cétartiodactyles, donc hippopotames et baleines, et clade, ici, clade des marsupiaux, etc. En remontant le temps, on arriverait à un moment au clade des vertébrés, au clade des cordés, au clade des craniates, etc., etc. En remontant en descendant dans le cladogramme, chaque fois on trouverait des caractères qui ont marqué la séparation des clades, des taxons. C'est assez intéressant la cladistique. Hein. Et les manières pour établir ces parentés, ça se fait par une quantification des caractères dérivés, morphologiques, biologiques, génétiques, chromosomiques, même des protéines. Donc, avec tout ça, on voit si certains clades sont très robustes ou d'autres moins robustes. La robustesse, c'est vraiment une sorte de manière de valider un clade, de marquer la vraisemblabilité, la probabilité qu'un clade représente vraiment ce qui s'est passé. Par exemple, parce qu'il y a des petits soucis des fois, hein, selon les caractères que l'on prend, que l'on considère, certains clades qui semblent robustes de cette manière-là, séparation ici, A, B, C, ils ont des caractères communs, plein, quelques caractères communs avec ceux-ci, mais parfois le groupe C a des caractères communs avec A et pas avec B. Et le groupe B peut avoir des caractères communs avec C et pas avec A, bien qu'ils soient plus proches théoriquement. Donc la robustesse du clade, c'est une quantification numérique qui montre la probabilité que ce soit celui-ci plutôt qu'un autre, parce que ça
ça ne fonctionne pas toujours bien. Tous les caractères ne sont pas... il se passe des choses un peu bizarroïdes.